La moindre des choses, c'est d'avoir des documents qui formalisent le fait qu'effectivement on s'est posé les bonnes questions. Voilà. Je peux bien vous en dire plus là-dessus. Non, parce que c'est du domaine public quand même. Comment? La parcelle, elle est dans un domaine public ou dans un domaine privé? Ah non, c'est tout privé. C'est tout privé. On poursuit, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, nous, là, tant qu'on n'a pas un papier de l'office qui dit formellement, techniquement c'est cher, c'est compliqué, on ne va pas pouvoir faire à tel endroit des éléments, en tout cas, ça se tiendra sur ces éléments-là, parce que ça ne me paraît pas très compliqué à formaliser. Hein. L'office, si effectivement il a constaté ces éléments-là, que vous avez travaillé dessus depuis très longtemps, ça ne doit pas être très compliqué pour eux de dire oui, oui. Et en s'appuyant d'ailleurs sur ce qui est fait à côté. En disant, il a passé l'été, vous voyez, donc les congés, machin, si, ça a fait que... Non, non, mais il n'y a pas d'excuse à avoir. Okay. Non, ensuite, le deuxième point, là, qui est effectivement plus sous forme d'impact un peu de cette loi Allure, qui de loin peut être un peu obscure, mais dans les faits, on se rend compte que ça peut avoir des impacts non négligeables. On évoquait l'histoire des lotissements, des règlements de lotissement qui tombent en faveur du PLU, alors qu'aujourd'hui, c'était un certain nombre de règles qui protégeaient, entre guillemets, les lotissements. Est-ce qu'on est en mesure d'avoir aujourd'hui un état des lieux, justement, du nombre de lotissements, de ces règles un peu qui étaient établies et qui, donc il faut le dire tel que c'était souvent fait pour protéger, en disant le PLU tel qu'il est, il ne s'applique pas à cet endroit-là, parce que là, il y a un règlement intérieur du lotissement qui fait que les gens sont protégés d'un ensemble de choses. Donc ça peut peut-être les aider dans un certain sens, ça peut parfois les inquiéter, entre guillemets. Il faut se rappeler le principe de la loi Allure, c'est quand même la densification. Elle a été faite dans un objectif très clair, la loi Allure, c'est l'identification des centres-villes, etc. Donc est-ce qu'on a cet état des lieux un peu du nombre de lotissements impactés, des règlements un peu et des règles qui seraient applicables aujourd'hui et qui ne le seront plus là? Manifestement, effectivement, quand on regarde la mise à disposition du dossier, ça n'a pas emballé les foules, on va dire. Je ne sais pas si c'est aussi la période dont on avait évoqué le fait de dire faire ça entre du 20 juin au 20 juillet, ça aide pas. Je suis d'accord que ça n'aura peut-être pas emballé les foules, non, mais ça aide pas. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même, ce qui est important de regarder, c'est à minima les impacts. On va d'en mesurer les impacts, on peut dire voilà ce que ça va changer concrètement, quoi. De 3 lignes comme ça, je pense que ça dépasse 90% des fuvelins. Hein. Voilà. Donc est-ce que vous êtes en mesure là d'un peu de mesurer l'impact, d'avoir cet état des lieux et de dire voilà ce que ça peut. Là c'est des choses peut-être plutôt intéressantes, là ça peut être des choses plutôt inquiétantes, entre guillemets. Et comment on l'accompagne surtout auprès des fuvelins en expliquant que pour le coup c'est la loi Allure qui s'applique, mais on est en mesure aussi de les accompagner, de les aider dans l'application de cette loi. Voilà, donc au niveau des lotissements, on peut vous faire l'état et il n'y a aucun souci puisque ça avait été fait dans le cadre du PLU, l'état global de tous les lotissements, ceux qui ont voulu garder, enfin ceux qui ont souhaité garder leurs règles et ceux qui sont passés au règlement du PLU. Il faut faire attention parce qu'il y a ceux qui sont restés avec leurs règles et la voirie privée. Et puis il y a ceux qui sont restés avec leurs règles, mais la voirie qui a été transférée à la commune. D'accord? Bon. Parce que la voirie c'est une chose et les règles de lotissement c'est une autre. Là ça impacte aussi la voirie, ce genre de choses ou pas? Non, parce que un c'est le foncier, l'autre c'est. Voilà. Je prends l'exemple de la Bégude, mais pour la voirie, j'en ai pas d'autres. Oui, on a un lotissement à la Montjoie. Voilà. Et le stade, le jardin du stade. Donc, par exemple, la voirie elle peut être transférée à la commune, ou la rocade, elle peut être transférée à la commune, et c'est la commune qui en a la charge. D'accord? Et le lotissement, les règles de lotissement, elles restent dans ce qui avait été édicté au départ. D'accord? Or, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Automatiquement, les règles qui vont s'imposer à ces lotissements seront celles du PLU. Par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui n'est pas dit là, c'est que dans tous les cas, c'était la règle la plus restrictive qui était appliquée. C'est-à-dire qu'on prenait la règle du lotissement, on prenait la règle du PLU,
et on regardait celle qui était la plus dure, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, par rapport aux pétitionnaires. Hein. Donc déjà, depuis l'avènement du PLU en 2008, on travaillait comme ça. Donc il n'y avait pas des zones effectivement où il y avait des règles plus souples, entre guillemets, dans des lotissements Non. qui s'appliquaient et qui protégeaient, entre guillemets, les... À partir du PLU, non. Par contre, si on revient à la Végude, et ça c'est un enchaînement par rapport au coefficient d'emprise au sol, eux, ils avaient donc comme un polygone d'implantation où la maison était obligatoirement de ce polygone d'implantation. On ne pouvait pas la mettre ailleurs sur la parcelle. Voilà. Donc là, aujourd'hui, avec ce CAIB, je suis passé au deuxième, hein, au coefficient d'emprise coefficient d'emprise au sol, on est figé sur cette emprise au sol. Après, ça va évoluer en fonction de la hauteur qui est permise dans la zone. Hein. En fait, quand vous allez multiplier la surface du terrain par le caisse, vous allez tomber, par exemple, on prend une caisse de 0,2, un terrain de 1000 m², vous allez tomber à une surface au sol de 200 m². Par contre, si la hauteur elle est permise jusqu'à 9 mètres, ça veut dire 2 étages, ben, ça fait 3 niveaux de 200 m². D'accord ? Ce qui n'était pas possible. Qui était possible, mais pas sous cette forme-là. Elle pouvait être sur la totalité de la parcelle. Alors que là, vous allez choisir à un moment donné une emprise au sol. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout, mais vous allez, une fois que vous avez choisi, vous mettez votre habitation là-dedans. Parce que ça, c'est des impacts qui peuvent être négligeables. Vous êtes appuyé, vous avez fait une espèce d'étude d'impact par rapport à ça, ou vous avez des cabinets externes, je ne sais pas, qui sont venus vous aider sur dire voilà ce que ça va changer et voilà ce qui peut se passer, entre guillemets. Comment vous avez maîtrisé, entre guillemets, l'impact de cette nouvelle réglementation qui peut être significative? Au niveau de la zone UA, qui intéresse uniquement le centre-ville. Le centre-ville, en règle générale, hein, c'est à 98% des cas où la maison occupe la totalité de la parcelle. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes. À part le clos là-haut, hein? Au-dessus du village. Après, on passe à l'UC, c'est différent. Donc là, dans le centre-ville, on peut monter jusqu'à 12 mètres, donc c'est plus haut. Et on a un impact qui ne va pas changer la physionomie du village. Par contre, quand on passe un secteur périurbain, les fameux lotissements, c'est vrai que si on ne mettait pas en place ce système-là, on pouvait avoir des parcelles dont la totalité pouvait être construite sur la hauteur complète, puisque le COS était complètement supprimé. Et là, on n'avait vraiment pas... Alors, on n'a pas fait d'étude d'impact, parce que ça coûte quand même cher, l'étude d'impact. On n'a pas fait d'étude d'impact, mais on s'est dit, si on se limite à ce fameux coefficient d'emprise au sol, on va, dans les lotissements, à peu près aligner les maisons comme elles sont aujourd'hui. Hein, voilà. Et comme les terrains aujourd'hui qui se vendent sont de plus en plus petits, on est en train de reproduire dans les... Ça c'est que moi qui le dis, hein, on est en train de reproduire, on ne sera pas loin de la vérité, on est en train de reproduire dans l'approche périphérie ce qui se passe dans le village. D'accord? Donc les maisons vont aller de bord à l'autre de la parcelle. Donc au pire, c'est vers là qu'on va. Vous voyez? Et donc ça, les règles d'emprise au sol, là, et puis le ratio de végétalisation, il a été fixé à partir de comme ça, en essayant de redéfinir un peu ce que ça donnerait pour faire en sorte que les maisons soient non, on a voulu qu'à chaque construction soit affectée une partie d'espace vert. Et ça, c'était demandé énormément à la campagne, c'était demandé par une bonne partie de la population. Donc on a dit, ben, profitons-en, puisqu'on a la possibilité de mettre en place un CAF, mettons-le là-dedans. Et on n'a pas la science infuse, peut-être que
peut-être que vous aurez d'autres façons d'organiser, je ne sais pas. Non, mais je sais pas, mais je pense que ça peut être, voilà, significativement, ça peut avoir un impact et ça mérite d'être regardé. Il nous dit que l'étude d'impact ça coûte cher, je peux l'entendre aussi, mais ça se regarde. Après, comment on accompagne ça auprès des fluviens? Parce que je pense que nous, on commence à comprendre pour vous l'expliquer bien. Je pense que c'est compliqué pour le fluvien moyen, on lui dit le cost n'existe plus, mais maintenant il y a un caisse, un kev, et tu vas pouvoir faire. Je pense que, sans vouloir rabaisser le fluvien moyen, mais je pense qu'il est comme moi, et il a besoin d'explications. Comment vous prévoyez justement d'accompagner ça au-delà de l'explication formelle qui est j'affiche pendant un mois. Ça c'est la partie légale. Je pense quand même que les fluvelins ne sont, excusez-moi le mot que je voulais utiliser, il n'est pas trop, il est dans la langue française, mais ils ne sont pas trop couillons, on va dire, voilà. Et donc je pense qu'ils savent très bien ce que ça veut dire, parce que le calcul d'une capacité constructive, tout le monde sait le faire. Pour peu qu'on en soit informé et qu'on ait les éléments pour le faire. Oui, je suis d'accord. L'information, France est là, je crois qu'elle prépare un petit dispositif là, pour être distribué. Tout ça, bien sûr, fera l'objet de diffusion le plus largement possible. Et après, on est là. Vous êtes maintenant capable de donner l'information aussi. Oui. On pourra le faire, mais je pense que ça ne suffit pas. Je pense que c'est important qu'il y ait quelque chose qui permet aussi d'accompagner les gens, d'expliquer aussi. Parce que pour le coup, si on ne l'explique pas, ça part dans tous les sens, c'est souvent très compliqué à rattraper. Et M. Lévy, je me souviens, m'avait dit que c'était pas idiot de faire comme ça, à l'époque. Oui. Parce qu'il était venu nous demander des explications. Voilà. Oui. On peut avoir tous les fluvelins qui défilent et qui le demandent. Quand on fait des réunions d'information, les gens ne se passent pas pour qui on... Oui, je sais. Ça dépend pourquoi. Oui, quand ils ont des intérêts personnels, ils viennent, mais sinon... Là, il y a un peu d'intérêt personnel, là, pour le coup. J'en avais 21, on a eu du monde, mais... On a quand même, je pense, à travers ces dispositifs, fermer un petit peu la porte à des opérateurs qui sont un peu voulus en matière de construction. Et qui ont envie de faire beaucoup de surface de plancher. On le pense. C'était l'objectif. Et au plus on en fait, au plus il faut faire de logements sociaux. Donc à un moment donné, on peut imposer aux gens de faire dès le départ, mais plutôt d'en faire et après faire des logements sociaux. Que ceux qui construisent, ils fassent des logements sociaux. Ça, on aura réglé le problème à la source plutôt que d'essayer de le rattraper. C'était plus, on évoque que la commune n'a pas reçu aucun avis de la part de l'organisme extérieur, là, des personnes publiques associées. On en attendait des avis ou pas forcément on l'a envoyé et il n'y a pas eu de remarques. Le dossier a été envoyé conformément aux règles à toutes ces personnes. Et voilà, ils n'ont pas fait de retour. D'accord. Donc on n'en attend pas entre guillemets. C'est pas parce qu'il y a des vacances et que c'était pas le bon moment. Et que... Pendant les vacances, il faut y répondre. Le fameux mois là, que l'on perd, hein, c'est parce qu'on n'a pas de SCOT qui est voté. Si le SCOT était voté, il sera applicable dès le 20 mai. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? C'est pas dans le périmètre de la modification de l'ordre 2 là, du PLU, mais le projet Veolia qui nécessiterait une modification du PLU. C'est pas mal. Ça je sais pas où ça en est, mais ça nécessiterait une nouvelle modification du PLU. Non, ça nécessiterait une révision simplifiée parce qu'on touche la zone A. Voilà. Là, on n'est plus dans les zones construites ou à construire, où le PLU a ouvert l'organisation. Non, je vous dis, on s'abstiendra à minima sur le fait de dire, à mon avis, il est nécessaire d'avoir un document écrit vis-à-vis de l'office HLM pour formaliser le fait acté du déclassement, du fait que on n'est pas en mesure, l'office n'est pas en mesure de construire des logements à ce moment-là. Nous avons quelqu'un. S'il n'y a plus de questions, nous passons au vote.
Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Donc, merci beaucoup. Donc, avant de terminer, je voulais simplement répondre à la dernière des questions orales qui avait été envoyée le 20 mai 2014. Voulez-vous la lire ou je la lis ou on se souvient rapidement? Pas sous les yeux. Voilà, on va vous la porter. Dans l'ordinateur. Concernant le... Ça concerne les châteaux-là, c'est ça? Oui, voilà, c'est la dernière qui concerne. Nous avions répondu à toutes les autres, il ne manquait plus que celle. Le permis a été déposé, donc ça tombe. Concernant le permis de lotir déposé par la société Château-Larc, la commune a été condamnée en conseil du CA, chambre d'appel administrative du 19 juin 2012 et a fait appel en Conseil d'État. Pouvez-vous nous faire un point sur l'avancement de ce dossier? Le dépôt du permis de lotir en date d'août 2012 a été de nouveau rejeté par la municipalité. Le tribunal administratif a considéré en date de février 2014 que les arguments présentés par Château-Larc étaient recevables. Où en est-on de cette procédure? Quels sont les risques pour la commune? Que prévoyez-vous de faire en cas de nouvelle condamnation? Bien, donc concernant le contentieux indemnitaire, l'affaire est pendante dans le Conseil d'État et nous n'avons pas de date d'audience pour le moment. Concernant le permis de lotir de 150 logements, réinstruit à la demande de la SCA Château-Larc, suite à un jugement de la Cour administrative d'appel, celui-ci a été refusé au mois d'août 2012. Le pétitionnaire a contesté cette décision devant le tribunal administratif. Un jugement en date du 19 juin 2014 a annulé ce refus et a demandé la réinstruction de ce permis. Attention, celui-ci, à la demande du tribunal, a été étudié au regard des règles d'urbanisme du plan d'aménagement de zone datant de 1997, mais par contre, pour ce qui concerne la desserte en eau potable, au regard de la situation actuelle.